sorcellerie de l'écrivain. Ça y est, c'est l'automne, on sort le gilet, ça pèle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo book haul comme d'habitude. Et on va d'ailleurs commencer par une petite énigme. Vous inquiétez pas, ça va être un truc très simple. Mais pour tout vous dire, je suis en reconversion professionnelle et je vais entamer une formation de 6 mois qui sera commencée au moment de la diffusion de cette vidéo. Et pour ce faire, en fait, j'ai acheté 3 livres parmi la bibliographie qui était conseillée, que je vais vous présenter. Et c'est une énigme qui est vraiment toute facile. Parce que j'ai acheté le Becherel Conjugaison version poche, donc vraiment un tout petit truc avec que des tableaux de conjugaison. Toute une tripotée de... c'est très long. Le Larousse des difficultés de la langue française, dictionnaire des difficultés de la langue française. Donc on est chez Larousse. Et enfin, celui-là il était neuf. Le lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. Bon, alors évidemment, je ne vais pas vous lire de résumé. Ceux qui disent que je me reconvertis dans le métier de prof ou instit, vous vous trompez, donc je vous laisse deviner. Ceux qui savent. Et sinon, j'ai encore, je crois bien, 9 livres à vous présenter. Donc comme d'habitude, il y a un petit peu de tout. J'ai surtout pris du fantasy fantastique. On commence par la dimension fantastique. Donc c'est des nouvelles de Hoffmann à Seignol. Je crois bien qu'elles ont été réunies par Madame Sadoul, si je ne me trompe pas. Présentées par Barbara Sadoul. On est chez Librio. Donc c'est des livres qui étaient à 2 € à l'époque, on peut le dire là, qui sont maintenant à 3 €. Donc c'est des bouquins qui sont lisibles au collège, parce que là ils disent que c'est 4e. Il y a un petit dossier, mais bon, le petit dossier Librio pour voir si on a bien compris les nouvelles, évidemment ça ne va pas forcément me servir. Et je ne vais pas vous lire de résumé parce qu'on est sur un recueil de nouvelles, mais en gros, on a L'homme au sable de Hoffmann, La cafetière de Théophile Gautier, Le portrait ovale d'Edgar Allan Poe, Le monstre vert de Gérard de Nerval, La montre du doyen de Erckmann Chatrian, je ne connais pas, L'homme à la cervelle d'or de Alphonse Daudet, L'orgue du titan de George Sand, Véra de Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, La chevelure de Guy de Maupassant, Je suis d'ailleurs de Lovecraft, La choucroute de Jean Ray que je ne connais pas non plus, j'ai entendu du bruit, Le meneur de loup de Claude Seignol et Escamotage de Richard Matheson. Donc on a quand même du bon auteur classique là-dedans, que ça peut être pas mal intéressant. Là, je suis quasiment sûre que je l'ai déjà, à moins que je m'en sois débarrassée, je m'en souviens plus. Mais Tristan et Iseult de Béroul, donc on est sur... Tristan, c'est le neveu du roi Mar que doit épouser Iseult. Donc Tristan, il doit accompagner, il me semble, Iseult pour qu'elle rencontre son futur mari. Pour que les noces se passent bien, il me semble bien qu'il y a une histoire de filtre d'amour qui a été fait pour que les futurs époux soient joyeux au moment de la nuit de noces. Et pas de bol, là où, comment dire, Roméo et Juliette ont bu du poison, Tristan et Iseult boivent ce filtre d'amour, ce qui va les rendre évidemment amoureux et ce qui va évidemment être un petit peu complexe vu que Iseult n'est pas censée épouser Tristan. J'ai ensuite un vieux bouquin de chez La Talente, Passage des mauvaises pensées de Juan Antonio de Blas. On est chez La Talente, donc c'est plutôt des vieilles éditions, il me semble bien. On est sur avril 91. Donc mai 1618, Francisco de Quevedo, poète et agent secret espagnol, s'introduit dans Venise pour y prendre la tête d'une conjuration vouée à l'échec. Des couloirs du Vatican et des ambassades européennes aux arrière-salles des tavernes et des lupanars, ce véritable roman d'espionnage entraîne le lecteur dans le sillage mouvementé de l'écrivain. Duel, bataille navale, émeute, traquenard, exécution. La couleur du livre est bien le noir.
Noir des eaux de Venise où l'on tombe au fil de l'épée, tandis que claquent en s'éloignant les sabots des chevaux. Noir aussi d'une réflexion sans complaisance sur la morale politique et les pièges du pouvoir, nourri par une recherche historique précise et une galerie de portraits foisonnante par l'auteur de L'Arbre de Guernica, traduit de l'espagnol par MC et B. Bretonnière. Donc illustration de couverture qui est très jolie. C'est Canaletto, San Zanipolo et la Scuola di San Marco. Soportal de los... Ah, et c'était Soportal de los malos pensamientos. Offrant son âme et sa vie au désenchantement. Venise, mai 1618. La nuit, d'un bleu foncé, presque noir, annonce l'aurore. Par les ruelles voisines qui débouchent sur la petite place, le bruit de la foule parvient, atténué, et finit par mourir sur les pierres inclinées au bord de l'eau. L'homme, à demi caché dans l'embrasure de la porte sur laquelle il s'appuie, regarde fixement en direction des deux masses obscures qui se répondent. Le ciel et l'eau des canaux font un unique miroir dans lequel s'est dissipée la fissure de l'horizon. Un cri, plus strident que la rauque et lointaine clameur générale, indique que la foule hurlante a subi la perte d'une nouvelle victime. Chaque gémissement fait frissonner l'homme, mais aucun fanal, aucune torchère propre à signaler quelque danger ne bouge du côté de la paisible place. À l'entrée du palais qui abrite l'ambassade d'Angleterre, la flamme blême, fascinante, d'une lanterne tremble dans le vent nocturne. Elle signale la seule porte donnant sur la rue et par laquelle doit déboucher celui qui attend le guetteur à l'affût. Notre homme a désormais perdu toute notion du temps passé en faction. L'humidité qui monte du canal sous l'apparence d'un tapis de brouillard ravive la douleur de sa jambe. Innombrables sont les heures passées à dissimuler sa claudication et à payer leur prix en crampes. Une claudication qu'il doit déguiser par nécessité, car cette malédiction quotidienne est devenue signe particulier qui le trahit auprès des sbires de la police secrète de Mesa Grandes. Quand, à la tombée de la nuit, il a tenté d'approcher la résidence du marquis de Bedmar, il les a sentis pulluler dans tous les recoins des ruelles à demi obscures. L'ambassade d'Espagne était cernée par les meilleurs soldats de l'arsenal de la Sérénissime, la République de Venise, la Sérénissime. Dans la foule échauffée, il fut de ceux qui crièrent le plus contre les Espagnols, bien que mis à part quelques pierres jetées dans le seul but de briser des vitres, l'émeute se soit éteinte dans les imprécations et les menaces sans que la foule n'ose lancer d'assaut contre le palais du marquis de Bedmar. Le Conseil des 10 a donné carte blanche à ses agents, mais seulement contre les Espagnols et leurs alliés, qui se trouvent à l'extérieur de l'ambassade de Philippe III d'Espagne. J'ai oublié de vous lire un petit extrait de Tristan et Iseult de Béroul. Je ne crois pas que ce soit le Tristan et Iseult que je cherche depuis des mois et des années. Il y avait un Tristan et Iseult qui est médiéval, dont j'ai le souvenir, que j'avais lu, que j'ai dû avoir dans les mains toujours, et qui était très poétique sans qu'il y ait le côté un peu lourd des fois de lire un texte médiéval, vous voyez. Sire Tristan, par Dieu le roi du ciel, vous me causez du tort en me faisant venir à une heure pareille. Elle fait alors semblant de pleurer. Par Dieu, qui créa l'air et la mer, ne me faites plus venir à des rendez-vous comme celui-ci. Je vous le dis bien, Tristan, et à regret, je ne viendrai certainement pas. Le roi pense, Seigneur Tristan, que j'ai éprouvé pour vous un amour coupable, mais je prends Dieu à témoin que j'ai été fidèle, qu'il me frappe de son fléau si un autre homme que celui qui m'eut vierge fut jamais mon amant. Même si les félons de ce royaume, pour qui vous avez jadis combattu et tué le Morolt, lui font croire, il me semble que l'amour nous unit. Vous n'avez pas, Seigneur, un tel désir, moi non plus, par le Seigneur Tout-Puissant. Je n'aspire pas à une liaison déshonorante. Je préférerais être brûlée et que le vent disperse mes cendres, plutôt que d'aimer, tant que je vivrai, un autre homme que mon mari. Et Dieu, pourtant, il ne me croit pas. Je peux le dire, je suis tombée de haut. Sire, Salomon dit vrai. Ceux qui soustraient le larron au gibet ne s'en feront jamais aimer. Elle vous a fait terriblement souffrir, la blessure que vous avez reçue dans le combat contre mon oncle. Je vous ai guéri. Si vous êtes devenu mon ami, par ma foi, ce n'est guère étonnant.
et ils ont fait croire au roi que vous m'aimiez d'un amour malhonnête. Si c'est ainsi qu'ils pensent faire leur salut, ils ne sont pas prêts d'entrer au paradis. Tristan, évitez de me faire venir en quelque lieu et pour quelque raison que ce soit. Je ne serai pas assez téméraire pour oser y aller. Je suis restée trop longtemps ici, je dois l'avouer. Si le roi savait un seul mot de tout ce qui se passe, je serais écartelée et ce serait une grande injustice. Je suis certaine qu'il me donnerait la mort. Tristan, assurément, le roi ne comprend pas que c'est à cause de lui que j'ai de l'affection pour vous. Vous m'étiez très cher parce que vous étiez de son lignage. Jadis, il me semblait que ma mère aimait beaucoup la famille de mon père. Elle disait que jamais une épouse ne pouvait tenir à son mari si elle n'aimait pas aussi la famille de celui-ci. Assurément, elle disait vrai. Seigneur, à cause de lui, je vous ai beaucoup aimé et j'ai perdu pour cela ses faveurs. Donc on est quand même à fond dans un récit, Tristan et Iseult, où ça va beaucoup jouer sur la culpabilité des deux amants. Donc ça, je m'en souviens tout en le lisant. Donc, mais c'est une histoire que j'aime bien et j'ai vraiment très envie de lire des textes médiévaux ces temps-ci, comme je vous l'avais dit. Donc déjà, j'ai prévu de lire Chrétien 3. Livre suivant. Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. On est chez Albin Michel. Surprisier, ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début. On est sur une couverture de Philippe Narcisse, qui est très jolie. Photomontage, le cercle noir pour Fidelio. Photo de Anne Tilly, Océan de Lewis Mulatero. C'est Getty Images. Ça rend quand même pas mal, ma foi. Il y a une citation de Jacques Kerouac sur la route. « Les seuls gens vrais pour moi sont les fous. Ceux qui sont fous d'envie de vivre, fous d'envie de parler, d'être sauvés, fous de désir pour tout à la fois. Ceux qui ne bâillent jamais et qui ne disent jamais de banalité, mais qui brûlent comme des feux d'artifice extraordinaires, qui explosent comme des araignées dans les étoiles, et en leur centre, on peut voir la lueur bleue qui éclate et tout le monde fait « waouh ». Je vous lis un petit bout. La première page, allez. Ah, le premier chapitre. Il est tout court. Une petite page. Il pleuvait en plein soleil sur Paris, ce 3 juin 2016. La tour Eiffel se laissait pousser les arcs-en-ciel, le vent coiffait les crinières de licorne. Les grelots de pluie rythmaient la métamorphose du fleuve. Les embarcadères se transformaient en plages de bitume, l'eau montait et montait encore, comme si quelqu'un avait oublié de fermer le robinet de la Seine. Sur les berges, des roseraies de parapluies fleurissaient en accéléré. Ambiance défilé de mode en bottes de pluie. Tout le monde voulait voir le fleuve sortir de son lit. Oubliez Notre-Dame, la nouvelle star, c'était la Seine. Paris s'argentait sous un crachin de mercure. De part et d'autre des ponts se formaient de gris lagons. La route s'évaporait à la lisière d'un monde nouveau. Le marquage au sol disparaissait dans les abysses. Les feux de signalisation se changeaient en périscope, passant du vert au rouge en silence. Une famille de canards circulait en sens interdit. Le courant charriait des arbres arrachés aux forêts voisines. Debout sur un tronc, un renardeau s'offrait une visite privée de la ville lumière. Ballons de foot, fauteuils roulants, bicyclettes et autres coffres-forts dérivaient à sa suite. Paris donnait l'impression de chavirer dans son propre tourbillon. Les péniches du centre avaient été évacuées. Imperturbables, les bouquinistes de l'île Saint-Louis enveloppaient leurs livres dans des poches en plastique, comme s'ils préparaient des cadeaux d'anniversaire pour les morts. Depuis le début de la crue, plusieurs disparitions avaient été recensées. Est-ce qu'on reste dans du merveilleux ou est-ce qu'on part dans quelque chose qui fait peur? Parce que c'est bientôt Halloween. Allez. Dean Koontz, la maison interdite. On est chez Pocket, le Pocket tout noir qui fait peur, avec une illustration de Pierre-Olivier Templier. C'est une œil de chat, ça? J'espère. Franck Pollard a tout oublié de sa vie. Son passé est un trou noir. Il a sur lui plusieurs jeux de papier d'identité, mais ignore quel peut bien être son véritable nom. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il se réveille régulièrement le matin, couvert de sang,
avec un sac bourré de dollars à son côté, sans avoir la moindre idée de l'endroit où il a passé la nuit. Et qu'il a peur, peur de dormir, peur de l'endroit où il se rendra lors de sa prochaine crise de somnambulisme, peur de ce qu'il pourrait y faire. Le résumé est diablement efficace, je trouve. Donc Dean Koontz, il me semble bien qu'il a écrit tout plein de trucs. Donc c'était chez Albin Michel à l'origine et je crois que ça s'est sorti en 92 chez Albin Michel. Il y a une citation du livre des Chagrins contés. Chaque œil a sa propre vision, chaque oreille entend sa chanson. Dans chaque cœur troublé, une incision révèle une unique abjection. Sous chaque homme se cache un démon plus étrange que ceux de l'enfer. Mais bonté, amour et compassion naissent aussi dans les cœurs de pierre. Bon, je vais lire un petit bout parce que le premier chapitre il m'a l'air plutôt long. C'est impressionnant à quel point les feuilles de ces vieux poches sont ultra fines, on dirait du papier cigarette. La nuit était calme et curieusement silencieuse, comme si la ruelle était devenue un asile dans l'œil du cyclone, délaissée par le vent entre deux assauts. Une légère odeur de brûlé planait dans l'air immobile, mais aucune fumée n'était visible. Couché face contre terre sur le trottoir glacé, Frank Pollard avait repris connaissance, mais il ne bougeait pas. Il attendait, espérant que la confusion allait se dissiper dans son esprit. Il cligna des yeux pour y voir mieux. On aurait dit que des voiles flottaient devant lui. Il inspira une longue bouffée d'air glacé et avala la fumée invisible dont la saveur âcre le fit grimacer. Autour de lui s'assemblait une foule d'ombres pareilles à des silhouettes encapuchonnées. Sa vision s'éclaircit peu à peu, mais la faible lumière jaune qui éclairait les lieux ne lui révéla pas grand-chose. Et la lumière fut. L'énorme poubelle, située à 2 ou 3 mètres de lui, était si indistincte que l'espace d'un instant, elle lui parut d'une ineffable étrangeté, comme s'il se fût agi d'un artefact extraterrestre. Frank la fixa un long moment avant de la reconnaître pour ce qu'elle était. Il ne savait ni où il était, ni comment il était arrivé là. Il n'avait pas dû rester inconscient plus de quelques secondes, car son cœur battait comme s'il venait de courir pour échapper à un danger mortel. Luciole dans la tourmente. Cette phrase jaillit dans son esprit, mais il n'avait aucune idée de sa signification. Lorsqu'il essaya de se concentrer pour en percer le sens, une migraine naquit brusquement au-dessus de son œil droit. Luciole dans la tourmente. C'est la collection Terreur. Livre suivant. Je vais vous préciser immédiatement des choses par rapport à l'autrice. Donc, Sarah, un livre fantastique de Marion Zimmer Bradley. Là, on est aux vieilles éditions aussi de chez J'ai lu fantastique. Donc, Marion Zimmer Bradley, c'est une autrice qui a écrit beaucoup dans la fantasy, notamment sur des cycles d'inspiration arthurienne, le cycle des Dames du Lac, par exemple. Beaucoup dans la science-fiction aussi, avec le roman de Ténébreuse que j'ai pas lu, et un petit peu dans le fantastique. C'est une femme qui est décédée ainsi que son mari il y a déjà plusieurs années et en fait, quelque temps après son décès, il y a eu des révélations de inceste de la part de sa fille et il me semble aussi de la part de son fils. Les révélations viennent de ses 2 enfants et le couple, donc Marion Zimmer Bradley et son époux, donc les parents, auraient été agissants. Les 2 personnes accusées étant mortes, et ben ça va pas plus loin, malheureusement, sur un plan de la justice, parce que, vrai ou pas vrai, on ne le saura jamais, parce qu'on a juste la version de la fille, qui a mis longtemps, en fait, avant de pouvoir révéler ces choses-là, parce qu'elle craignait une réaction négative de la part des fans de Marion Zimmer Bradley. Je sais qu'il y a des personnes qui ont décidé d'arrêter de la lire ou de la promouvoir. Écoutez, moi je fais ce que je veux et vous aussi faites ce que vous voulez. De toute manière, c'est une personne qui est décédée. Et de toute manière, si vous achetez des livres neufs de Marion Zimmer Bradley, d'après vous,
comme elle est décédée, ça va aller à qui cet argent? Bah, ça va aller aux enfants. Donc, pourquoi pas, hein? Sarah. À l'annonce de la mort brutale de ses parents et de son frère, l'univers de Sarah Latimer s'écroule. Désespérée, elle part s'installer dans une vieille maison en Nouvelle-Angleterre, héritage inattendu d'une grande tante. Un endroit bien curieux en fait, semblable à un château hanté. Une présence mystérieuse semble s'y épanouir dont Sarah commence à subir l'influence. Envoûtée par d'étranges sortilèges, elle se métamorphose peu à peu, participe à des messes noires et se laisse entraîner dans des amours dévoyés. Qui est la véritable Sarah? Cette fascinante sorcière qui donne libre cours à ses pulsions érotiques ou bien une jeune femme ordinaire à l'esprit fragilisé par la douleur? On a une illustration de couverture de Vincent Madras. C'est un livre qui est court, hein, c'est plutôt écrit grand, on est sur moins de 300 pages, à peine 250. Traduit de l'américain par Hubert Tézenas. Et du même auteur, on a Tigre, Feu et Flamme chez J'ai lu aussi. Et c'est pas tout récent, ça date de 2001. En tout cas, moi je sais que le cycle arthurien de Marion Zimmer Bradley, je l'ai lu quand j'étais adolescente à Les Dames du Lac et j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment une super porte d'entrée pour moi dans l'univers de la fantasy, l'univers du médiéval aussi, enfin médiéval fantasy, médiéval fantastique. On sait pas, enfin, selon où est-ce qu'on souhaite ranger ce cycle et j'en garde un super souvenir de ce cycle-là. Et peut-être qu'un de ces quatre, je le relirai. Parce que là encore, je fais ce que je veux. La pluie commença à tomber à l'instant même où la limousine des pompes funèbres quittait le cimetière. Pendant tout le trajet du retour, son clapotis sur le pare-brise, le gémissement des essuie-glaces entretinrent un triste contrepoint à mon désespoir. Une semaine plus tôt, nous, les Latimer, étions encore 4 personnes en vie. Ma mère, Janet, fragile, souvent malade, mais combien vivante, combien précieuse pour nous tous. J'avais dû temporairement renoncer à mes activités artistiques pour venir veiller sur elle et lui éviter les soucis qui risquaient à chaque instant de briser son cœur défaillant. Mon père, Paul, restait svelte et droit comme un i, malgré sa chevelure grisonnante, l'œil toujours aussi vif, la voix ferme et posée. Mon frère, Brad, enfin, 19 ans à peine, le visage rieur, tout fringant dans son uniforme, lorsqu'il partait rejoindre sa caserne à Paris Island. Cette phrase est extrêmement longue. Oui, bien que souvent séparés, nous formions une famille unie et solidaire. Ayant vécu 3 ans en Californie, j'étais revenue à New York lors de la première attaque cardiaque de ma mère, ayant l'intention de repartir aussitôt qu'elle aurait récupéré. Brad, de son côté, rêvait d'entrer dans les Marines, que chaque génération de Latimer ayant toujours donné au moins un fils à l'armée des États-Unis depuis la guerre de sécession. Au fond, chacun de nous vivait sa vie, mais gardait ancré au fond de son cœur l'amour indestructible de la famille. Ainsi, quand Brad nous quittait à la fin de ses permissions, personne n'avait l'impression d'une séparation durable. Mais le destin avait décidé de nous frapper brutalement, d'anéantir nos rêves, de nous abattre les uns après les autres comme une rangée de dominos. L'arrivée du télégramme de la caserne, adressé à mes parents il y a 8 jours, déclencha le cataclysme. Il contenait des mots terribles qui me pétrifièrent. Regret de vous informer. Votre fils Paul Bradley Latimer, tué à l'entraînement lors d'un accident d'hélicoptère. Ma première pensée, comme celle de mon père, fut pour ma mère. Il ne fallait en aucun cas qu'elle sache. La nouvelle la tuerait. Mais elle était entrée dans la pièce sans nous laisser le temps de nous reprendre, ni même celui de replier le télégramme. Et elle avait tout compris en nous regardant. Brad, avait-elle balbutié, en un souffle imperceptible. Avant que nous n'ayons pu réagir, elle s'était effondrée, terrassée par la douleur. À l'hôpital, on s'était efforcé de nous consoler en nous expliquant qu'elle était morte sur le coup, probablement avant d'avoir touché le sol. C'est lourd. Oh la vache, 2 décès d'affilée, c'est extrêmement lourd. J'avais pas vu, mais en fait, la couverture est hyper efficace parce que regardez, ça fait... J'avais pas fait gaffe au fait que c'était l'ombre d'un chat qui faisait la queue là. Je pensais que la queue
appartenait à Sarah comme si c'était une créature. Et j'ai pas fait attention non plus, mais c'est le personnage du tableau qui lui tient la mèche de cheveux. C'est super particulier. Super particulier. Franchement, ça me donne vraiment envie. Livre suivant. On est sur un livre un poil plus récent, je pense. C'est Les Brigands de la forêt de Skull de Kerstin Ekman. On est chez Point Fantasy. Couverture, illustration de Nicolas Ferrand. Traduit du suédois par Marc de Gouvenin et Lena Grumbach. Connaissez-vous les trolls? Génie des forêts nordiques, Skord est un troll qui désire passionnément rencontrer les humains. Au fil de ses incarnations successives, il devient brigand, médecin, prisonnier ou alchimiste. Le voici lancé dans la plus dangereuse, la plus drôle et la plus touchante des aventures depuis le haut Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. The Times Literary Supplement dit inoubliable, voici un roman d'une ambition, d'une érudition et d'une imagination folle. Wow, j'ai aimé. Récit picaresque, conte philosophique à mi-chemin entre Nils Holgersson et Le Seigneur des Anneaux, Les Brigands de la forêt de Skull est un classique de la littérature suédoise. Kerstin Ekman est l'auteur de nombreux romans et a reçu le prestigieux prix Selma Lagerlöf, qui est l'autrice de Nils Holgersson, le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Je vous fais un petit pitch rapido sur Nils Holgersson parce que, à mon avis, c'est pas assez connu et c'est juste purement scandaleux. Donc, je l'ai lu pour la chaîne le samedi parce que c'est un roman qui est quand même vachement inspiré des contes suédois. C'était une commande de la part d'une association d'enseignants suédois, il me semble, pour Selma Lagerlöf, qui était déjà une grande écrivaine bien reconnue. Et une ancienne enseignante, la commande étant qu'elle devait écrire un livre qui pouvait permettre d'enseigner la géographie à des élèves, plutôt des élèves de primaire, je pense. Et elle a pris à bras le corps cette commande-là, elle a fait le tour du pays, le tour de la Suède, on est au 19e siècle, et elle a au passage recueilli des contes. C'est pour ça qu'on va se promener avec le petit personnage Nils, qui est plus ou moins un sale garnement au début. Au début, c'est un petit con, hein, clairement. C'est un gamin de 14 ans, un fils unique ses deux parents sont paysans et sont, je crois, méthodistes. Je mets pas ma main à couper, enfin, ils vont au temple et compagnie. Et Nils, il a l'impression de pas être aimé, il a l'impression de ne jamais faire ce qu'il faut non plus. Il fait pas beaucoup d'efforts non plus, faut l'avouer. Il est plutôt paresseux, il aime bien emmerder son monde, il aime bien embêter par exemple les animaux de la basse-cour chez lui, etc. Il aime pas aller à l'église non plus parce que c'est long, c'est chiant pour lui. Pour lui, je précise. Et un jour, il reste à la maison parce qu'il n'avait pas envie d'aller à l'église. Ses parents vont à l'église et lui disent tu restes pas à rien faire aujourd'hui, tu vas faire tes corvées comme d'habitude et tu vas nous lire tel passage de la Bible et on va te poser des questions dessus pour voir que tu as bien lu la chose. Donc évidemment, il ne fait rien et il va tomber sur un tomte, donc les tomtes étant les petits lutins qui vont filer un coup de main dans la basse-cour, dans les écuries, à la maison, nourrir les chevaux, tresser, passer un coup de balai, etc. Il tombe sur un tomte et il parvient à l'emprisonner dans une cage à oiseaux. Le tomte, une fois qu'il arrive à convaincre Nils de le libérer, il transforme lui-même le gamin en tomte. Ce qui fait qu'il se retrouve grand comme une main à peu près, et il se trouve doué du langage des animaux. C'est-à-dire qu'il les comprend et il peut s'en faire comprendre. Et il arrive à faire un petit peu peut-être pas de magie, mais un peu pas loin. Et Nils, il est super honteux de s'être fait transformer en tomte et il décide de... Je sais plus exactement pourquoi... le démarrage
de ce voyage, c'est que Martin, le jarre de la ferme, parlait avec les oies qui voyagent, donc les oiseaux voyageurs, et il finit par partir avec elles et les suivre. Et en fait, Niels, il est sur son dos. Et c'est au contact des oies et c'est avec toutes ces expériences, tout ce qu'il va vivre comme expérience tout au long de son voyage que Niels va grandir, va apprendre ce que c'est l'amour, de s'entraider. C'est pas tant que ça plein de bons sentiments, vous voyez, c'est pas le truc chiant et moraliste. C'est très bien foutu, moi j'ai trouvé ça très touchant. Et c'est vraiment à mettre entre toutes les mains, je pense. Peut-être plus pour des enfants de collège, je pense, parce que le langage est peut-être un peu complexe pour des enfants de primaire, ou alors les accompagner dans la lecture. Donc, on repasse à Les brigands de la forêt de Skull. Je vais vous lire un petit extrait. Là-bas, dans le nord, à Oringen, vivait une brave femme, mère de 2 grands-fils. Ils s'appelaient Granarv et Groning, et n'avaient jamais rencontré personne. Un jour, tandis qu'il coupait du bois dans la forêt, Groning se retrouva éloigné de son frère. Un sapin qui l'abattait lui tomba dessus et il resta coincé sous le tronc, incapable de se relever. Il appela, mais Granarv ne l'entendit pas et rentra à la maison quand vint l'heure de manger. Groning souffrait et grimaçait tant et plus en essayant de se dégager, mais il restait coincé. La journée fut longue. Des fourmis couraient sur son visage et les moustiques se posaient au coin de ses paupières et piquaient et suçaient. Allongé ainsi, il était à leur merci. La vermine de la terre et de l'air, toutes ces bestioles pourvues d'ailes, semblaient sentir l'odeur chaude de sa peau. Autour de lui, ce n'était que bourdonnement et susurrement. Groning n'était plus ce géant à allure d'homme qui, quand il coupait du bois, chassait de temps à autre moucherons et moustiques de son cou en sueur. Non, il était devenu une grosse réserve de nourriture dans la forêt, un garde-manger pour qui se nourrissait de sang frais. Couché là, il imaginait sans peine que d'ici peu, d'autres allaient venir sur leurs pattes, leurs ventres et leurs ailes, tous ceux qui étaient à l'affût des sangs et des sèves qui ne frémissaient plus. Ils allaient enfoncer leurs tuyaux dans ce qui fermentait, planter leurs crocs dans ce qui, étendu là, commençait à sentir. Et le désespoir emplissait son âme. Je continue. Au bout d'un moment, il sentit qu'on l'épiait et il se dit que ce devaient être les trolls. Son attention, ranimée, remarqua quelque chose qui bougeait dans les fougères. Puis il aperçut une main, maigre, aux longs doigts qui ressemblaient à des racines de bouleau pelé. Non, il n'aurait su affirmer qu'il s'agissait là d'autre chose qu'un paquet de racines auxquelles vent et neige auraient ôté l'écorce. Mais ensuite, cela scintilla à nouveau. C'était un œil. Groning, qui avait déjà passé de nombreuses et longues heures avec une jambe sous le tronc du sapin, vit qu'il y avait un troll dans le fourré. Mais celui-ci était seul et d'aspect fort piteux. Son corps était frêle et sur sa tête pointait une touffe de cheveux rêches, pleine de croûtes de teigne et de nids de poux. « Oh là, sac à poux !» dit Groning. « Amène-toi par ici. » Il s'imaginait qu'un troll aussi petit et d'air candide pourrait lui être utile, mais celui-ci ne répondit pas. C'est une bonne tête, ma foi, regardez. En plus, il y a un petit piou-piou. J'aime bien. Ensuite, 2 grands formats. Allez, je vais commencer par Brajlon. Ligne de vie de Graham Joyce chez Brajlon. Grand Prix de l'Imaginaire 2007, meilleur roman étranger et meilleure traduction. Je ne sais pas s'ils font encore ces éditions-là. Là. C'était des grandes éditions à 10 € seulement pour un grand format et c'est vraiment une très bonne idée. Coventry durant la Seconde Guerre mondiale. Une famille de 7 sœurs aux vies fondées sur l'amour, la tradition, l'angoisse et l'espoir. Des vies simples et émouvantes auxquelles se mêlent presque imperceptiblement l'étrange et le merveilleux, l'ordinaire et l'extraordinaire. Cassie, la plus jeune des sœurs, a eu un petit garçon de père inconnu et n'a pas eu le courage de le céder à des parents adoptifs. Il est alors décidé que le petit Frank sera élevé par chacune des sœurs, à tour de rôle. Ainsi, l'enfant sera-t-il le témoin privilégié de ces vies aux lignes si différentes,
dans les drames et les illusions de l'après-guerre. Mais Frank est un enfant particulier, doué d'intuitions étonnantes. Comme sa jeune mère, sensible à des signes invisibles, comme sa grand-mère, parfois visitée par des apparitions lui annonçant l'avenir. Et au centre de leur histoire, il y a eu la nuit du bombardement de Coventry par la Luftwaffe. Cassie s'est trouvée au cœur de cette nuit d'horreur hallucinée et y a laissé son secret le plus précieux. Ah, c'était pour les 10 ans de Brajlon. 10 ans, 10 romans, 10 euros. Donc, la sélection 2014, on avait Days de James Lovegrove, Ligne de vie de Graham Joyce, La légende de Marchemort de David Gemmell, Death World, l'intégrale de Harry Harrison, Le diable en gris de Graham Masterton, La nuit de la lune bleue de Simon R. Green, Les mémoires de Zeus de Maurice Druon, Le régiment perdu de William R. Fortune, Sorcière pour l'échafaud de Kim Harrison et Vif Argent, l'intégrale de Stanley Cox. Donc c'est une traduction de l'anglais de Mélanie Fazi, illustration de couverture Shutterstock. Donc on est sur, vous voyez, 10 euros, mais ils n'ont pas investi dans une illustration parce que faut qu'ils rentrent dans leurs frais. Chapitre 1er. Et si elle n'arrive toujours pas, se dit Cassie. Et si elle ne vient pas? Si elle ne vient pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Cassie Vine, 22 ans à peine, les yeux secs, serre le bébé sans nom sous son manteau et plisse les yeux pour les protéger du vent. Il est midi, 3 jours après la victoire en Europe, et elle attend sous le portique de la National Provincial Bank, sur les marches de pierre blanche, qu'on vienne chercher son enfant. Devant elle, gémit la ville de Coventry, brisée par le bombardement. En face, la carcasse vide du magasin Owen & Owen. Sur sa droite, la cathédrale médiévale incendiée, dont la flèche et les voûtes gothiques brisées rappellent le cou et les côtes d'une gigantesque créature exhumée lors de fouilles. Entre les deux, les terrains rasés et les grands magasins détruits qui attendent d'être démolis. Cassie étreint son bébé. Elle a déjà vécu tout ça, il y a 4 ans, sur ces mêmes marches, sous le même toit néoclassique, mais avant qu'on ne déblaie décombres et voies de tram tordues, lorsque les canalisations percées gargouillaient et sifflaient sous des tas de briques effondrées. Avant qu'on ouvre le long de Brockgate, cette rangée de magasins temporaires et inadéquats. La première fois, une fille, cette fois-ci, un garçon. Et si elle ne vient pas, se dit Cassie, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors je le garderai, merde, voilà tout. Ils diront ce qu'ils voudront, ils n'auront qu'à aller se faire foutre. Elle entr'ouvre son manteau, écarte la couverture du visage du bébé endormi et sent son cœur se serrer. Parce qu'elle sait que les choses devraient se passer autrement. Parce que la première fois, son cœur de jeune fille lui a fait l'effet d'une cathédrale bombardée, cendres fumantes, autels tordus, vitraux brisés. Père, pardonne-leur. 12h05 est toujours rien. Je lui donne jusqu'au quart, songe Cassie. Pas plus, jusqu'au quart. Donc elle a déjà abandonné un enfant. Et enfin, un livre plus récent, je pense. Les sorcières de Northampton de Mélissa de la Cruz. On est chez Orbit. C'est un livre qui n'était pas très cher d'ailleurs, 13,90 €. Traduit de l'anglais par Hélène Burry. Photographie de couverture de Martha Bevaka. Archangel Images. Maquette Laura Klinstra. Adaptation Iceberg. Alors, Johanna Beauchamp et ses filles, Ingrid et Freya, vivent à Northampton, à la pointe de l'île de Long Island. La ville, belle et brumeuse, semble comme figée dans le temps et les 3 femmes y mènent une vie en apparence paisible. En réalité, elles sont de puissantes sorcières. Ressusciter les morts, guérir les blessures et les peines de cœur, prédire l'avenir, autant de pouvoirs qu'elles n'ont pourtant pas le droit d'utiliser. Jusqu'au jour où Freya, la fille rebelle, emportée dans un dangereux jeu de désir entre 2 frères, met son secret en péril. Et quand Northampton devient le théâtre d'événements tragiques, les 3 femmes comprennent qu'elles ne pourront plus longtemps dissimuler leur vraie nature. Donc c'est l'autrice de la saga des vampires de Manhattan et les sorcières de Northampton, c'est une nouvelle série a priori. En cours d'adaptation par la chaîne Lifetime.
Je connais pas du tout, mais le pitch m'a donné envie. On est chez une traduction chez Kalman Levy de 2013 et c'est sorti en 2011. Quand nous réunirons-nous de nouveau tous les trois, en coups de tonnerre, en éclairs ou en pluie, quand le Hourvari aura cessé, quand la bataille sera perdue et gagnée. Macbeth de Shakespeare. Il est possible que des Valkyries aient choisi de quitter Valhall pour s'installer en divers points du pays où elles commencèrent une nouvelle vie comme sorcières. Extrait de l'Encyclopédie des mondes qui n'existent pas de Michael Page et Robert Hilpen. Ça commence par un prologue, mais il est un peu long pour que je vous lise tout, donc je vais vous lire un petit bout. La ville au milieu de nulle part. Northampton n'existait sur aucune carte. Localiser la petite communauté insulaire sur la côte atlantique relevait du tour de force pour les étrangers qui s'y égaraient bien souvent par hasard et qui étaient ensuite incapables d'y retourner. De sorte que ces plages de sable argenté, étonnamment désertes, ces champs verts ondoyants et ces fermes imposantes à la construction anarchique se muaient en rêves à demi oubliés plutôt qu'en souvenirs. Tout comme Brigadoon, elle était ensevelie sous le brouillard et se dévoilait rarement, perpétuellement humide, même au cours de ses étés ensoleillés. Ses habitants formaient un groupe très uni de familles sélectes qui y résidaient depuis des générations. À Northampton, contrairement au reste de Long Island, on trouvait encore des cultivateurs de pommes de terre et des pêcheurs en haute mer qui vivaient de leur activité. Une brise du large soufflait, légère, salée, sur les eaux bleues ridées, au bas-fond densément peuplées de palourdes et de pétoncles. Les restaurants branlants servaient les spécialités locales. Pagre, poisson-ballon et soupe épaisse de palourdes préparées avec des tomates, jamais de lait. L'âge moderne n'avait pas affecté cet environnement agréable. Il n'y avait pas d'affreux centres commerciaux longeant les rues, ni trace des grandes entreprises du XXIe siècle, pour gâcher ce paysage pittoresque. Bon, après, on est encore dans la description, on passe à la maison. Puis, une nuit, au début de l'hiver, un craquement effroyable retentit, un terrible fracas, comme si le monde s'éventrait. Le vent hurla et l'océan se déchaîna. Bill et Maura Thatcher, un couple marié, gardien d'un domaine voisin, promenaient leurs chiens le long du rivage de Northampton quand ils entendirent un bruit affreux provenant de l'autre côté de l'eau. « Qu'est-ce que c'était » demanda Bill, en s'efforçant de calmer les chiens. « On dirait que ça venait de là-bas, » dit Maura, en montrant du doigt l'île des Gardineurs. Les yeux rivés sur Fairhaven, ils virent une lumière apparaître à la fenêtre située à l'extrémité nord du manoir. « Regarde ça, Mo. Je ne savais pas que la maison avait été louée. »« De nouveaux propriétaires, peut-être » suggéra Maura. Fairhaven n'avait pas changé. Ses fenêtres ressemblaient à des yeux mi-clos. Son entrée miteuse s'affaissait comme un vieillard à l'air renfrogné. Bon, il se rapproche de la maison. Une femme apparut dans la brume. Elle était de haute taille et intimidante, portait un foulard rouge vif sur les cheveux et un imperméable ocre serré d'une ceinture à la taille. Ses yeux étaient gris comme le crépuscule. « Mademoiselle Johanna, dit Bill, nous ne vous avions pas vue. » Maura acquiesça. « Pardonnez le dérangement, madame. »« Vous feriez bien de filer tous les deux. Il n'y a rien à voir ici, » rétorqua-t-elle, la voix froide comme les eaux profondes de l'Atlantique. Bill sentit un frisson lui parcourir l'échine et Maura tressaillit. Tous deux s'accordaient à dire que leur voisine était différente, mystérieuse. C'était difficile à définir, mais ils n'avaient jamais eu peur des Beauchamp, jusqu'à ce soir-là. Bill siffla les chiens, prit la main de Maura, et ils marchèrent d'un pas rapide dans la direction opposée. De l'autre côté du rivage, une à une, d'autres lumières s'allumèrent jusqu'à ce que Fairhaven resplendisse de mille feux. Il brillait comme un phare, un fanal dans le noir. Bill se retourna une dernière fois, mais Johanna Beauchamp avait déjà disparu, sans laisser d'empreinte de pas dans le sable, ni trace de sa présence. C'est bizarre que ce soit dit hors pitch. C'est une maison d'édition, je la connais pas. Enfin bref, tout ça, ça me donne envie. Et là, comme on est dans le mois d'octobre et qu'on se rapproche d'Halloween, j'ai vraiment envie de lire des choses autour des sorcières. Et si vous voulez, comme j'ai fait une vidéo sur les vampires il y a une semaine ou deux, là, j'ai envie de faire un petit peu la même chose sur les sorcières.
Et bah, pourquoi pas de lire un bouquin ou deux sur les sorcières pour vous proposer un panel un peu plus large. Et puis, si vous pouvez regarder Mayfair's Witch, c'est une adaptation télé de la saga des sorcières Mayfair de Anne Rice, dont le premier tome, c'est Le Lien Maléfique. Et c'est moi j'y avais accès via Canal+, je crois, Paramount. Le Paramount de Canal+. Donc il y a toujours des chemins étranges pour aller jusqu'à une série télé. N'hésitez pas à me dire ce qui vous donne envie dans tous ces bouquins-là. Moi, il y en a vraiment qui me disent bien, les livres sur les sorcières, ça me dit bien. Et je vous souhaite un très bon mercredi. Lisez tout plein, rêvez tout grand et mettez-vous au chaud parce que ça y est, l'hiver vient. Salut!